Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Salut Delphine. Salut Charlène. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode en présentiel. Et pour un sujet qui me tient à cœur aussi, un sujet qu'on partage du moins sur un point. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites et je pense que tu vas déjà nous amorcer un petit peu le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Déjà, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là en présentiel malgré les complications de train qu'on a loupées, etc. Et donc oui, je m'appelle Delphine Moreau. Donc je suis doctorante en sociologie et en sciences de l'information et de la communication. Et donc je fais une thèse sur les pratiques de deuil numérique et plus particulièrement pourquoi en fait on va publier le deuil sur son profil numérique sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Trop bien. Ça nous amène déjà un peu le sujet. Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'il y a, il y a 10 ans, mais peut-être il y a 20 ans, on n'aurait sûrement pas imaginé ce type de sujet. Et peut-être que ça peut être intéressant d'avoir un peu un historique ou peut-être de où ça vient un petit peu ces pratiques. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager déjà là-dessus ? Alors, en fait, j'ai envie de dire que la technologie et le deuil, en fait, les intimités, le deuil, etc., ont toujours été exprimés sur les moyens technologiques, que ce soit numérique ou non. En fait, dès qu'on a une nouvelle forme de technologie, forcément, on va l'investir et on va parler des intimités, que ce soit le deuil, que ce soit l'amour, que ce soit la sexualité. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de voir ça un peu comme un continuum. Et forcément, en fait, ça va créer toujours des paniques morales. Il y a toujours une petite panique morale quand on dit oui, je publie le deuil, ou alors les deadbots, où tu sais, on peut prendre les données d'un mort pour en parler, les comptes mémoriels, etc. Il y a toujours une forme de petite panique morale, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une panique morale dans l'usage des anciennes technologies pour parler de ça aussi ? Quand tu parles d'anciennes technologies, tu penses à quoi par exemple ? Je pense par exemple aux livres, je pense à la télé, je pense à la radio, je pense justement aux images un peu choquantes dans les séries, la violence, etc. Ça aussi, ça crée aussi beaucoup de panique morale, de censure. Or, c'est quelque chose aussi où on s'approprie l'objet. Donc, est-ce que ça va durer par rapport au numérique ? Peut-être, mais en fait, dès qu'on publie quelque chose d'intime sur des espaces entre guillemets publics, ça crée toujours une petite confrontation un peu anthologique avec nous-mêmes et ce qu'on représente de l'intime. Ouais, clairement. Et du coup, est-ce que peut-être tu as un peu justement cette historique de... Est-ce que ça change notre vision du deuil ? Là, je parle plutôt vision sociétale. Est-ce que ça a eu des impacts ? Ou peut-être même à titre personnel, vraiment à chacun, individuel, intime. Est-ce que justement la montée en puissance du numérique, avec tous les moyens numériques qu'on peut mettre derrière, et t'as donné quelques exemples, on pourra le redévelopper derrière, est-ce que ça influence aussi finalement les processus de deuil de chacun et chacune ? Alors, moi malheureusement, j'aurais pas forcément la réponse sur l'impact du processus de deuil parce que je ne suis pas psychologue. Donc je laisse ça à mes collègues en psychologie. Mais en tout cas, sur le social, oui, ça veut forcément dire quelque chose de notre rapport au deuil contemporain. C'est-à-dire que... avant, et surtout c'est beaucoup documenté durant les années 70 par les philosophes, les historiens, les sociologues, le deuil c'était quelque chose qui était vraiment très tabou. On parle en fait d'un déni de la mort et du deuil. Et donc avec un deuil qui se situe justement dans l'intimité, dans l'espace privé du moins, domestique. Et il y a Tony Walter, donc un sociologue américain, qui va parler justement de revival of death, donc le revivalisme, entre guillemets, si on peut traduire en français, de la mort. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit que justement, il y a une nouvelle conjoncture dans le deuil. Donc, soit on se dit c'est les ritualités en fait qu'on a observées tout du long, et vu que la ritualité collective elle va faire moins sens dans un contexte en fait de sécularisation, on devient de moins en moins religieux, soit justement en fait il y a moins de ritualités qu'on a observées dans les années 70 et donc on est parvenu à l'idée d'un déni de la mort.
Soit, en fait, il y a des nouvelles pratiques plus intimistes, plus individualisées qui font sens pour les personnes endeuillées. Et du coup, on n'a pas regardé ce côté-là et en fait, on a loupé justement ce coche. Et donc ça, en fait, c'est assez difficile à définir. Quoi qu'il en soit, maintenant, depuis les années 90, 2000 et à l'heure actuelle, on voit justement des micro-ritualités, on voit des petites pratiques un peu plus intimes, un peu plus éparses, qui font qu'en fait, non, le deuil, il n'est pas forcément dénié. En fait, il va se pratiquer une nouvelle échelle qui est beaucoup plus subjective, intersubjective. Et ça, c'est ce que Jean-Hugues Deschaux va appeler l'intimisation du deuil. Hyper intéressant. Et je rebondis sur ce mot de ritualité. Souvent, on a des rituels dans le funéraire ou même dans le deuil qui sont collectifs, qu'ils étaient plus collectifs avant, comme tu l'as dit, qu'ils le sont parfois un peu moins maintenant. Ils existent toujours, mais ils sont un peu moins maintenant, avec aussi le fait qu'il y a moins de religieux quand même dans nos sociétés. Il y a une question qui me vient, auquel tu auras peut-être ou non la réponse, mais est-ce qu'on pourrait dire que maintenant, il y a peut-être des rituels numériques par rapport au deuil ou par rapport à la mort ou par rapport au funéraire? Ça fait sens? En fait, ça fait vraiment sens parce que c'est une grosse question que j'ai dans ma thèse. Et en fait, ma problématique, c'est en sachant que je suis sociologue, donc moi c'est vraiment le fait social et je suis pas anthropologue, c'est plus les anthropologues qui vont s'intéresser à la ritualité. Et en fait, moi, ma question derrière tout ça, c'est comment on va définir en fait sociologiquement, anthropologiquement la ritualité? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement collectif, qui est nécessairement individualisé, ou alors on va le regarder sous le prisme de ça fait sens pour quelqu'un? Et donc en fait, tout le paradoxe est là parce que donc mon objet, donc vraiment la publication sur son propre profil, c'est quelque chose qui ne fait pas ritualité au sens de collectif. Parce que c'est vraiment une pratique qui est individuelle, même si elle est partagée. Et encore qui reste marginale. Tout le monde ne publie pas le deuil, c'est même une minorité. Mais par contre, au niveau du sens, est-ce qu'on peut parler justement d'un rituel parce que justement ça va faire sens pour la personne d'incarner le mort au travers d'une publication, de mettre des photos de lui, de réactiver sa mémoire comme ça. Donc en vrai, c'est une très très bonne question. Et quant aux ritualités numériques, encore une fois, oui, vu que c'est des pratiques qui sont encore marginales et individuelles, je pourrais pas forcément me positionner, mais je pense que c'est vraiment une question qui va être travaillée en fait dans les années à venir, forcément. Ouais, plus, on va dire, le numérique prendra sa place, ou développera, j'ai envie de dire, sa place, parce que je pense qu'il l'a déjà, au plus il y a des questions qui pourront s'étayer et des chemins qui pourront se préciser, en fait, par rapport à ça. Oui, c'est ça, et aussi le nombre de recherches scientifiques qui aura lieu dessus, complètement. Et quand tu parles de publier, justement, sur le deuil, alors, j'en ai un exemple qui me vient, peut-être que tu en auras d'autres, justement, c'est plus, pour le coup, ton sujet que le mien à ce niveau-là, mais est-ce que tu parles par exemple du fait de publier le fait d'un décès dans le sens d'un hommage? Je pense à une personne qui est décédée, qu'importe le lien d'attachement, que ce soit un parent, un enfant, un ami, un tonton, une tata, un cousin, une cousine, un animal, qu'importe le type de lien de personne qu'on a perdu, et je vais annoncer le décès de cette personne sur les réseaux sociaux. Tu parlais de Facebook par exemple, ou alors sur Instagram ou sur TikTok, en rendant un petit hommage, je pense à toi, ou j'ai fait tel événement par rapport à ton décès pour penser à toi. C'est à ça que tu fais écho quand tu dis publier le deuil, ou est-ce qu'il y a autre chose aussi auquel tu penses? Donc il y a ça en partie, donc l'annonce du décès, qui est pas forcément majoritaire, très étrangement, mais il y a aussi toutes les autres formes de discours sur le deuil, c'est-à-dire le discours un peu nostalgique. Ah bah tiens, il s'est passé quelque chose, un signe, un arc-en-ciel, ou j'ai retrouvé un vieil objet à toi, et donc la personne va publier pour ça. Il y a les anniversaires de décès aussi, il y a les moments particuliers comme Noël, Pâques, la Toussaint, où les gens vont justement republier en fait pour leurs défunts. Et aussi, il y a quelque chose de l'ordre où l'annonce du décès sur les réseaux sociaux, certes, elle a lieu, mais en fait, il y a quand même une temporalité entre le moment où la personne est au courant, le moment où la personne va annoncer à ses proches, et le moment où il va publier quelque chose en hommage. Et ça aussi, c'est intéressant de voir cette temporalité entre le moment du décès et le moment de la première publication et des autres publications à venir après. Donc, il y a plusieurs types de publications sur le deuil, la publication d'annonces, si je peux le dire comme ça, et des publications plus d'hommage, de nostalgie, de rappel, de mémoire et de souvenirs, en fait. Oui, complètement. Finalement, les réseaux et l'aspect numérique, de manière plus globale, il nous permet aussi de
de cultiver la mémoire, parce que c'est tout le sujet aussi dans le cadre du deuil. Je cite souvent cette phrase de Jeanine Pilot qui dit « Le deuil, c'est transformer l'absence extérieure en présence intérieure ». Alors avant, c'était de manière justement plus intime, dans le sens plus caché, beaucoup moins public. Maintenant, il y a les réseaux qui permettent d'avoir ce côté réseaux sociaux, et donc du coup, ce côté beaucoup plus public. Et peut-être, toi, de ton point de vue, de tes expériences, de tes recherches, comment c'est accueilli par la société, justement, quand moi... alors, bon, je suis pas forcément hyper objective parce que je fais partie de ces sujets, mais si, imaginons, je travaillais pas dans le deuil et je vois une publication d'un ami, de quelqu'un qui publie une annonce ou un hommage sur un deuil, sur une personne qui est décédée, est-ce qu'il y a comment dire, une grande dynamique qui se dégage en disant c'est plutôt apprécié, c'est plutôt accepté, c'est plutôt bien accueilli, ou est-ce qu'au contraire ça questionne? C'est quoi les réactions C'est génial parce que c'est vraiment tout le sujet aussi de cette thèse. Et donc pour ça, j'ai besoin de me raccrocher en fait au processus d'intimisation du deuil dont je te parlais de Jean-Hugues Deschaux. Et donc lui, il va considérer que le deuil est situé à une nouvelle échelle, donc qui est subjective. Donc en fait, il y a des pratiques qui sont subjectives. Par exemple, je vais pouvoir mettre une bougie si mon grand-père est décédé et ça va pas faire sens pour toi. Mais par contre, tu vas devoir rentrer dans l'intersubjectivité. C'est-à-dire te dire, ok, Delphine a perdu son grand-père, elle met une bougie. Peut-être que moi je trouve ça idiot, mais j'accepte sa part de subjectivité et que elle, justement, c'est sa façon de faire un deuil authentique. Et donc forcément, il y a parfois des échecs dans cette intersubjectivité. Si par exemple je publie sur les réseaux sociaux pour mon grand-père, toi tu vas pouvoir trouver ça déplacé et donc on va se resituer en fait dans un échec de la reconnaissance intersubjective et authentique du deuil, parce que il y a aussi ce truc, cette idée en fait reçue que le profil numérique et les réseaux sociaux, vu que c'est public, ça ne peut pas être authentique. C'est forcément travaillé, on travaille une image de soi dessus. Donc en fait, ça c'est un peu l'élément premier de l'acceptation de cette pratique ou non. En fait, j'ai 82 entretiens, donc j'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu, etc. J'imagine. Et donc en fait, le premier déterminant à la réponse justement à l'acceptation de la pratique, ça va être considérer la pratique comme quelque chose d'authentique, de reconnaître en fait l'intersubjectivité dedans. Donc par exemple, je publie et toi tu trouves ça ok de publier sur les réseaux sociaux, tu vas être plus encline à me répondre. Si par exemple tu trouves ça ignoble de faire ça parce que justement ça doit être privé, ça doit être intime et ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, dans ce cas-là tu ne vas pas répondre. Le deuxième critère, c'est notre rapport de proximité entre toi et moi. Si par exemple on était des copines de collège, qu'on se parle plus depuis 10 ans et que je publie quelque chose pour mon grand-père mais tu es dans mes amis Facebook, il y a de fortes chances que tu ne répondes pas. Si au contraire, on est super copines, on se voit très souvent, etc., là, il y a plus de chances que tu m'envoies un message privé, que tu commentes la publication ou que tu la likes. Il y a aussi un autre critère, c'est si toi aussi tu viens de perdre ton grand-père, par exemple, ou si tu as connu une mort assez particulière et que j'ai connu la même, et ben l'expérience va faire que là, tu vas sûrement m'envoyer un message privé ou commenter parce que justement, tu rentres en empathie avec moi de par ton expérience. Et donc il y a plusieurs dynamiques comme ça, modalités en fait, qui sont un peu superposées, qui s'enfilent un peu les unes aux autres, et qui fait que justement en fait on va pouvoir définir de façon normative, en fait créer des normes justement autour de la réponse à la publication. J'aime beaucoup ce que tu amènes parce que je trouve que, et je le redis maintenant, on en parlait en off juste avant, mais il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, il n'y a ni bonne façon de faire, ni mauvaise façon de faire. Finalement, comme tu l'as dit, c'est propre à chacun, en fait, de comment moi je vais considérer les choses. Donc peut-être que ce qu'on dit et que vous êtes peut-être du point de vue de non, moi publier sur les réseaux sociaux ou quand je vois ce type de publication, ça résonne pas du tout en moi. Au contraire, peut-être je rentre plutôt en résistance, peut-être ça me met en colère, ou à l'inverse, vous trouvez ça ok, plutôt légitime. Mais je trouve que ça vient justement questionner cette notion de la reconnaissance et de la légitimité du deuil. Et en fait, la question que j'avais derrière en continuum, c'est de se dire finalement, les réseaux sociaux, c'est donc cet aspect public, alors qu'avant, on était beaucoup plus dans l'intime, même avec des rituels qui étaient intimes, bien qu'on avait des rituels, le fait d'être en noir, par exemple, qui montraient publiquement, non pas sur les réseaux, mais dans la vraie vie, comme là, on est, toi et moi, que la personne était en deuil. Est-ce que finalement... Tout à l'heure, on parlait du processus de deuil. Là, je vais plutôt parler de l'aspect de la mort. Est-ce que ça
permet de casser un tabou sur la mort, le fait que justement le deuil et la mort prennent une place de manière numérique? En fait, Grande question. grande question. Et encore une fois, bon, je n'ai pas la science infuse, donc là, je vais plutôt donner mon avis. J'ai l'impression aussi que on parle beaucoup du tabou de la mort, qui certes existe d'une certaine mesure, mais c'est vrai que dans la littérature en sociologie, c'est quelque chose qui est très présent, surtout dans les années 70, et que j'ai l'impression qu'on dépasse un peu, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de tabou de la mort? Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sera plutôt beaucoup d'autres auteurs, notamment Louis-Vincent Thomas, qui est un grand anthropologue de la mort. Est-ce qu'on peut vraiment parler de tabou lorsque la mort est aussi présente, que ce soit dans la culture, que ce soit dans les séries, que ce soit dans la littérature? En fait, c'est... Certes, la mort, c'est quelque chose dont on parle pas, mais au même titre que les émotions, au même titre que la sexualité, c'est quelque chose qui n'a pas une place très importante lorsqu'elle est vécue comme intime. Mais c'est vrai que la représentation autour de la mort, on sait ce que c'est la mort, on voit la mort, on la contemple, on en parle, etc. Donc parler d'un tabou, en fait, c'est... Pas ça me met mal à l'aise, mais c'est vrai que ça m'interroge, en fait, sur la notion de tabou. Et du coup, tu mettrais quoi à la place? Moi, je mettrais vraiment... comment dire ça? C'est... En fait, la mort et le deuil, pour moi, c'est quelque chose qui sont assez différents. Parce que c'est vrai que la mort est exposée. Et le deuil relève justement, mais comme tu le disais si bien, à quelque chose qui est en soi, à quelque chose qui se transforme, etc. Donc, une définition très déridienne, en fait. Et donc, du coup, c'est l'exposition du deuil de ce sentiment intime qui pose plus question, en fait, sur les scènes publiques que montrer la mort. Mais comme on montrerait tu parlais d'émotions, de sexualité juste avant, qui sont... Alors, les émotions, pareil, ça bouge, ce regard de la santé mentale, la sexualité, ça bouge aussi, mais c'est vrai que c'est aussi... tabou, je vais garder ce mot-là avec des guillemets. C'est aussi tabou, mais pourtant on en parle partout. Tu vois, quand tu disais ça, me vient l'image ou l'idée de... Tu prends les dessins animés, quels qu'ils soient, il y a la notion de la mort dedans. Complètement. Il y a de nombreux films où tu vois la notion de la mort. Pas forcément du deuil, mais il y a des personnages qui meurent, qui décèdent. La sexualité, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une société qui est quand même hyper sexualisée sur plein de points, que ce soit dans les séries, dans les publicités, etc. Et pourtant, on maintient que ces sujets sont tabous, alors qu'ils sont partout. Partout visuellement, publiquement, et qui sont partout dans le sens où, en plus, c'est universel. Oui, complètement. Mais c'est vrai que là, je réfléchis, et c'est vrai que, en fait, je dirais qu'il y a aussi surtout cette notion de malaise autour de la mort. En fait, c'est un malaise qui est vraiment ontologique, encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, en fait. Et donc ça provoque aussi cette affliction qu'on ne sait pas gérer. Et là, c'est Elias justement qui parle d'une société où on contrôle justement cette gêne, où on a du mal à exprimer ses sentiments justement, et qui fait que justement il y a toute cette gêne autour de la mort, autour du deuil, parce qu'on ne sait pas le gérer, on ne sait pas gérer cette affliction, et on ne sait pas en fait considérer d'un point de vue anthropologique la mort. Enfin, ça nous paraît complètement irréaliste Bon, il n'y a rien après, ça c'est un long débat, mais cette fin en soi, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel on est forcément mal à l'aise. Et c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette notion de stigmatisation autour du deuil, et ce malaise aussi à parler du deuil, etc. À combien de fois on ne sait pas réagir quand on a cette super copine ou cette personne dont on est proche qui perd quelqu'un. Et est-ce que c'est pas... Je sors de mes questions, hein, mais... mais c'est tout aussi bien, j'aime bien. Est-ce que c'est pas plus... simple, avec des guillemets, encore une fois, finalement de réagir, tu sais, on dit qu'il y a ce côté où sur les réseaux, on est quand même... Alors, on a notre nom, notre prénom quand on décide de montrer réellement qui on est et de pas être derrière un pseudo, mais on est caché derrière notre écran. On peut écrire, réécrire le message plusieurs fois. Si je vois une publication justement sur le deuil que tu as publié, je peux, moi, prendre le temps de voir comment j'y réagis pas, qu'est-ce que j'écris pas. Alors que si tu me le dis en présentiel, je vais pas te dire, alors attends, laisse-moi 5 minutes, je reviens, je vais prendre le temps de réfléchir et je reviens. On est dans du direct, dans du tac au tac. Est-ce que du coup, il y a cette notion de catharsis en fait qui me vient derrière le fait de pouvoir exposer, ou je dirais peut-être plutôt de base déposer par l'intermédiaire des réseaux et qui ensuite est exposé? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est un peu trop philosophique et périlleux? J'ai l'impression que c'est clair. Donc pareil. Ça sera pour vous aussi. Hein. Donc pareil, là je vais me détacher de ma position de sociologue et on va partir un peu
en philosophie ou je ne sais ce que Ouais, c'est, mais change. c'est sympa, c'est sympa. Non, j'ai l'impression que oui, forcément, il y a... Alors, ce rapport de protection, j'ai envie de le dépasser parce que c'est clair que, en fait, par exemple, si je t'envoie un message sur Facebook, c'est comme si je te parlais en vrai. Enfin, donc il y a forcément, si je publie une photo sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ça fait quand même d'une partie de mon identité, même si c'est une identité numérique, et ça a des conséquences sociales. Or, le social façonne quand même mon identité et comment je suis perçue et la représentation de moi. Donc pour moi, il faut dépasser aussi ce clivage de l'anonymat sur Internet, entre guillemets. Et par rapport à justement construire le message, oui, certes, justement, en fait, mes enquêtés, justement, ils disent en fait tout le temps, oui, je l'ai écrit d'une traite, mais quand on interroge un peu plus, non, justement, ils font attention à la forme, ils font un vrai travail émotionnel, en fait, d'écriture sur la personne, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a forcément une notion d'hommage un peu derrière, donc il y a ce filet de sécurité où on a envie de bien présenter le défunt, déjà, ou la défunte, mais aussi bien se présenter soi. On va apporter beaucoup plus d'importance à ce type de message-là. Et donc oui, il y a aussi mais tout le principe de la médiatisation, en fait, d'utiliser un média pour répondre, il y a aussi ce choix qui est donné à la personne qui va recevoir le message de répondre ou non. Mais après, quelque part, il est volontaire, parce que si on publie sur les réseaux sociaux, on cherche entre guillemets inconsciemment, même si j'aime pas trop ce terme parce que je suis sociologue évidemment, inconsciemment on cherche à pouvoir déposer, comme tu dis si bien, le message, mais pas à des personnes en particulier. En fait, c'est une masse indistincte qui est présente justement sur les réseaux. En fait, on cherche un canal de communication pour justement exprimer ce besoin-là, avec forcément des têtes dont on attend le message, donc la meilleure copine, le frère, la sœur, le cousin, etc., ce que tu veux. Mais c'est vrai que justement, ça peut préparer aussi la personne à répondre d'une certaine manière, mais surtout avoir la liberté de répondre ou non. Ouais, en fait, dans ce que tu dis, dans le fait même d'écrire, de réécrire le message, il y a cette notion de peser les mots. C'est ça, en fait, hein. Oui, il y a ça. Il y a vraiment... enfin, je l'interprète aussi comme vraiment la construction d'une mise en scène de soi et du mort. Hmm. Et du coup, les personnes que tu as enquêtées, c'est des personnes, du coup, des citoyens, citoyennes qui ont vécu un deuil et qui ont, ou non, publié sur les réseaux? Alors, il y a quelques-uns qui n'ont pas forcément vécu de deuil, Ok. mais qui ont réagi ou non à des publications de deuil. Après, la plupart, donc... si j'ai les chiffres en tête, j'ai pas très bien les chiffres en tête, mais il y a entre 60 et 70 qui ont perdu quelqu'un, qui ont connu le deuil. Ok. Et j'en ai 57 qui ont publié le deuil. D'accord. Et du coup, la question qui me vient derrière, c'est est-ce que sur ce nombre de personnes que avec qui tu as pu échanger, interviewer et collecter finalement les témoignages et leur comportement en fait par rapport à ça et leurs réactions, est-ce que c'est toute tranche d'âge confondue? Je pense notamment au fait que les personnes qui sont plus âgées, alors il y a des personnes qui sont âgées et qui sont très très bien connectées, mais c'est une question qui me vient en disant est-ce que peut-être les personnes qui sont âgées et qui ont vu la naissance du numérique à un âge adulte et plus, à l'inverse peut-être de nous qui l'avons plutôt connu à l'adolescence, où on est plutôt né dedans, et encore plus sur les générations qui arrivent, voilà, qui arrivent après nous. Est-ce qu'il y a peut-être un ressenti ou un accueil qui est différent? Oui, et c'est pas celui qu'on croit. Enfin, moi, j'ai été très surprise. C'est vrai? Oui, parce que je m'attendais à ce que plus on est jeune, plus on publie, plus on accepte. Et en fait, non, que nenni. Ah ouais? Ouais, c'est assez intéressant parce que justement, en plus donc de ces 80, plus de 80 entretiens, j'ai aussi tout un corpus de publications de deuil avec justement les tranches d'âge des personnes qui publient. Ok. Donc déjà, les plus de 70 ans, j'en ai qu'un sur plus de 1000 publications. Ce qui est pas très étonnant en soi. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est surtout les 35 ans et plus qui vont publier le deuil. Ok. Et en fait, quand on arrive aux plus jeunes, bon, après, statistiquement, ils connaissent aussi moins de deuil que les personnes entre 30 et 40 ans. Mais en fait, il y a justement ce que j'interprète par un apprentissage des réseaux sociaux qui fait que la jeune génération, donc ceux après nous, la Gen Z, vont de moins en moins publier de l'intime. Et même quand on regarde les profils Instagram, par exemple, parce qu'ils n'ont plus Facebook, c'est un truc pour les vieux maintenant, désolé de le dire, ils ont plus du tout de photos sur leur feed Instagram, ils ont que la photo de profil sur lesquelles on voit pas très bien. En fait, ils ont tendance à beaucoup moins publier que notre génération qui est née en fait avec les réseaux sociaux. Enfin, du moins qui a passé l'adolescence avec les réseaux sociaux. Et en fait, moi, je l'interprète comme un apprentissage aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire que nos parents, les boomers,
ils vont publier tout et n'importe quoi. Donc s'il y a un décès, en fait, ils n'auront pas cette conscience de est-ce que c'est trop intime pour les réseaux sociaux, est-ce que je vais être bien perçu. Et donc forcément, ça va engranger aussi beaucoup plus de réponses d'autres boomers qui se disent c'est ok de publier de l'intime sur les réseaux sociaux. Et on a tous ce parent, cet oncle, cette tante un peu gênante qui va surpublier sur les réseaux sociaux et nous on va se dire oh là là mais qu'est-ce que c'est cringe de publier à ce point. Les boomers le prenaient pas mal. Les boomers le prenaient pas mal, s'il vous plaît. Mais arrêtez. Tandis que nous, en fait, quand on était ados, on a publié beaucoup. Et on a reçu une sanction sociale aussi. Du style, arrête de publier ta vie, tu racontes trop ta life, etc. Et je suppose que toi et moi, on publie beaucoup moins qu'au collège ou au lycée. Et on fait très attention à ce qu'on va poster, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est un apprentissage qui a été donné aussi aux générations après nous, en nous disant méfiez-vous des réseaux sociaux, ne publiez pas trop de choses, etc. Donc en fait, la publication de deuil, paradoxalement, et ça c'est très intéressant, c'est quelque chose en fait que les 35 ans et plus vont faire et que nous, justement, on aura moins tendance à faire parce qu'on a cette notion de pas publier du privé ou de l'intimité en ligne. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, les réseaux sociaux, ils ont pris une place, ils se sont créés une place, on va dire. Mais finalement, alors, je pose ma question, en même temps, j'amène un bout de la réponse ou du coup de ma croyance ou de ma perception, mais pour moi, c'est pas un remplacement des traditions, des rituels funéraires, du processus de deuil. C'est un chemin supplémentaire, une option supplémentaire. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu le perçois, toi, avec le regard justement de sociologue ? Complètement. Et ça, c'est très important de le dire, et merci de le dire. En fait, il y a souvent cette panique morale en mode faut pas prendre ça comme le moyen justement de remplacer les pratiques funéraires, mais en fait c'est pas du tout le cas, c'est juste une pratique qui s'additionne en plus, et ça justement le projet NR Enéide sur justement les éternités numériques l'a bien montré. En fait c'est pas parce qu'on va publier le deuil sur les réseaux sociaux ou nourrir un compte commémoratif d'un défunt, etc., que les pratiques hors ligne, elles s'annulent. Il y aura toujours autant de visites au cimetière. Il y aura des fleurs, il y aura justement des veillées funéraires, etc. Et ça, en fait, ça ne va pas changer. Le seul moment où le numérique a pris plus de place, et encore ça a modulé parce que les recherches tentent à montrer que le numérique n'a pas pris tant de place que ça, c'est pendant le Covid, où on va filmer justement des cérémonies funéraires en visio, etc., parce qu'il y avait un nombre de restreintes de personnes autorisées, et ça, c'est des pratiques qui ne se font plus. Ok. Et ben, du coup, tu peux faire un merveilleux lien, justement, tu viens de parler de ces aspects-là. En fait, je trouve que ça vient questionner aussi un aspect d'éthique, d'une certaine manière, et aussi de finalement, comme tu le disais, on publie moins, tu vois, quand tu disais ça, bah, c'est vrai que oui, moi, je publiais beaucoup plus à titre perso avant. À vrai dire, je pense que si aujourd'hui, j'avais pas d'activité professionnelle à partager sur les réseaux sociaux, je suis même pas sûre que j'y serais, en fait, ou j'y serais par principe sans forcément publier, plus être consommatrice de contenu plutôt que créatrice. Aujourd'hui, je suis plus créatrice de contenu que consommatrice. Mais du coup, je trouve que ça questionne aussi cette éthique, parce que finalement, je dépose des choses, mais ça fait écho à la mort numérique. On en parlait brièvement avant, toi et moi, en off. J'en ai fait un épisode avec Repos Digital. C'est que finalement, ces données, une fois qu'elles sont publiées, elles ont une date de publication, une date de début, mais elles n'ont pas de date de péremption. Et je trouve que ça questionne toute cette éthique. Est-ce que c'est des choses aussi que tu abordes, que tu étudies dans tes recherches ? Oui, alors, vu que je prends pas le prisme, en fait, du profil du décédé, enfin du défunt, j'ai pas, personnellement, en tout cas dans mes recherches, je regarde pas justement les données du défunt. Mais par contre, ça pose la question sur l'identité numérique post-mortem que quelqu'un d'autre va publier pour le défunt. Et ça encore, ça pose encore une fois des problèmes de légitimité. C'est-à-dire que, en fait, quand on prend le rôle de deuilleur-deuilleuse, c'est comme ça que je les appelle, donc les personnes endeuillées qui prennent la charge justement de faire des pratiques pour le défunt, on va et qu'on publie justement pour le mort, et ben forcément on va lui créer une identité numérique post-mortem. Et donc là ça pose, à mon sens en tout cas, des questions éthiques et morales dans le sens où on réincarne, en fait on s'approprie justement l'identité numérique de quelqu'un qui n'a pas le consentement, le choix, etc. Même si c'est sur des principes d'hommage, on crée une histoire à cette personne. Et donc là, ça va d'autant plus si on se raccroche justement à la sociologie et non pas à la philosophie avec
que penserait le défunt de ça. Ça pose aussi des questions de légitimité. En fait, c'est qui est légitime parmi toutes les personnes que le deuil touche à publier sur le défunt, à créer une identité. Et nombreux sont les cas où les parents perdent un enfant. Cet enfant a des amis, et donc les amis choisissent des photos, décident de raconter des anecdotes sur lui, et donc ça pose problème aux parents parce que c'est pas forcément la vision qu'ils avaient de leur enfant. Or, est-ce que c'est pas les parents qui sont premiers dans les hiérarchies du deuil? Ça pose énormément de questions sur lesquelles finalement il n'y a pas de réponse toute Oui, faite. bien sûr, bien sûr. Parce que à l'inverse, tu donnes l'exemple là peut-être à des parents où ça pourrait, on va dire peut-être venir perturber ou questionner la représentation qu'ils avaient de leur enfant, et peut-être d'autres qui apprécieraient de dire génial, je connaissais pas cette anecdote. Bon, peut-être que j'aurais préféré l'apprendre de vive voix plutôt que de manière publique, écrite sur un réseau social. Mais c'est ce que j'aime beaucoup en fait enfin c'est ce que j'avais en tête dans cet épisode, c'est que ça amène plein de questions et plein de réflexions auxquelles je pense que ni toi ni moi on a des réponses à donner, mais plus de graines de réflexion à apporter, et que chacune, auditeur, auditrice, se fasse son propre avis, ses propres pensées, ses propres croyances et ses propres pratiques en fait finalement. Complètement. Et très personnellement, donc là je dépasse le cadre de la sociologue encore une fois, mais je trouve ça beau d'une certaine manière que justement il y ait une pluralité de facettes qui soient montrées d'un défunt, etc. Et que c'est ça qui constitue aussi l'identité numérique post-mortem, ou même juste le souvenir d'un défunt. Carrément. Et tu parlais tout à l'heure des chatbots, des deadbots, même si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on les appelle comme ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Parce que c'est pas des choses dont on entend beaucoup parler chez nous en Occident, et d'autant plus quand on s'intéresse pas à ces sujets-là. On le voit plus en Asie de base, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, alors je suis pas très formée sur ces questions, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je suis pas du tout experte, donc il y a beaucoup de personnes qui en parleraient mieux que moi. Avis à ceux qui veulent en Avis parler à avec ceux moi. qui veulent en parler, évidemment. Mais en fait, oui, Microsoft avait racheté, mais ça n'a pas forcément été fait par Microsoft parce que justement il y a eu des paniques morales, cette technologie où en fait on balance toutes les données d'un défunt, donc la façon de parler, etc. Et en fait on va entraîner justement une messagerie automatique, donc à la façon de ChatGPT, en fait c'est du machine learning, pour que on puisse justement simuler une conversation en fait post-mortem avec un défunt par rapport à ce qu'il disait, etc. Et donc la machine adapte son langage par rapport au langage qu'utilisait le défunt. Et donc comme ça permet justement de continuer à discuter avec la personne décédée. Et je pense aussi que tu as vu passer l'info de... C'est en Asie, il me semble, il me semble que c'est en Chine, de cette mère qui a rencontré une version en fait de sa fille décédée d'un cancer dans un environnement de réalité virtuelle. Oui, Oui. avec Et, le principe d'hologramme. oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Et donc ça aussi, ça pose des questions sur conserver en fait la mémoire des défunts. Il y a aussi toutes ces tombes numériques qu'on peut faire, etc., de son vivant. Et donc après, il y a deux questions. Il y a quand on donne ces données ou qu'on essaye justement de prolonger, entre guillemets, son existence, si on peut parler comme ça, sur des termes un peu philosophiques, quand on est encore vivant et qu'on décide justement, par exemple, de faire des QR codes ou d'utiliser le numérique pour conserver sa mémoire, son souvenir et une identité de soi. Et quand c'est les proches justement qui font ce processus et qui donnent justement les données ou qui demandent justement par la technologie à conserver justement le mort. Et est-ce que ça a fait évoluer peut-être là, en termes plutôt sociologiques, notre vision ou notre connaissance ou notre notion de la mort? Parce que du coup, la mort, c'est la mort physique. Mais du coup, la personne continue à vivre d'une autre manière, et notamment dans les chatbots ou les deadbots, il y a souvent cet exemple pour donner un petit peu imagé, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair aussi pour les auditeurs et auditrices. Donc, comme tu le disais, toutes les données de la personne, elles sont mises dans des systèmes informatiques. C'est pas trop bon truc numérique, mais elles sont mises dans des systèmes informatiques qui fait que si demain, moi, mon père étant décédé, je pourrais poser une question à mon père sur ma vie aujourd'hui, et que les données de mon père me donneraient une réponse aujourd'hui sur une situation que j'ai, mais c'est pas mon père, et ces données, elles sont un peu réinterprétées. Et donc, du coup, je trouve que sur qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui n'est plus mort finalement derrière, et pareil, alors je pense que c'est à la limite de plusieurs disciplines, à la fois la sociologie, l'anthropologie, la philosophie et peut-être certainement d'autres.
Est-ce que tu as des choses que tu veux dire là-dessus? Bah, déjà, faut bien resituer ces technologies parce qu'elles sont hyper marginales. Elles sont pas du tout investies en fait par le grand public et en fait c'est vraiment des articles presque sensationnalistes qui vont rapporter ces éléments-là. Donc c'est pas quelque chose en tout cas qui marche entre guillemets. C'est pas quelque chose que le tout venant va utiliser Ouais. et très honnêtement je connais une personne qui utilise ces technologies et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le deuil numérique et sur les deadbots. Donc c'est très biaisé. Ok. J'ai pas l'impression en fait que c'est quelque chose qui risque entre guillemets de marcher dans le temps parce que c'est un peu sensationnaliste et surtout il y a des rapports aussi économiques à ça. C'est-à-dire que vu que ça crée des paniques morales, Microsoft n'a pas lancé en fait l'application. Parce que justement en fait on sait que ça va être un peu mort dans l'œuf parce que justement ça crée des paniques morales et donc sur un système économique ça pourra pas marcher long terme entre guillemets. Donc peut-être que soit le monde n'est pas prêt, soit dans 50 ans, ce sera quelque chose qui sera le cas. Après, il y a d'autres pratiques, par exemple, dans les jeux vidéo, avec des personnages, entre guillemets, fantômes, des avatars fantômes, qui vont persister. Et là, on va voir une pratique numérique où on rend visite, justement, à des espèces de cimetières ou monuments hommages en ligne dans les jeux vidéo. Alors, quand c'est un exemple que utilise... Gamba, donc une autrice en anthropologie de la mort, qui... donc, il y a un jeune homme qui a perdu son papa. Et en fait, sur un jeu vidéo de course, on a le spectre, entre guillemets, de la personne qui a fait le meilleur record. Et donc, du coup, il s'amuse, entre guillemets, à essayer de battre le record, mais à s'arrêter avant la ligne d'arrivée pour pouvoir garder, justement, l'image de l'avatar de son père qui fait des courses. Et donc là, on est sur des pratiques qui sont plus réelles, entre guillemets, qui sont plus pratiquées. Ouais. Ouais, bah ok. Et là, en fait, ça va vraiment poser des questions sur les fantômes, si je peux les appeler comme ça, les fantômes, justement, sur le numérique. Tandis que tout ce qui est un peu sensationnaliste, les deadbots, les réalités virtuelles où on incarne les morts, c'est pas encore... On a très peu de recul sur déjà ce que ça fait au processus de deuil. On a très très peu de recul sur ce que ça fait au niveau sociétal, entre guillemets, parce que pour l'instant, c'est que des représentations de panique morale. Il n'y a pas de réalité effective, vu que c'est archi marginal. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, savoir si aujourd'hui, on avait déjà un peu de recul pour pouvoir avoir des éléments de réponse, non pas une réponse type, mais des éléments de réponse ou de réflexion pour se dire, ben, ces pratiques ont un impact, ces pratiques ont telle ou telle retombée, ou alors, ben, pour l'instant, on n'en sait rien et peut-être qu'il faudra attendre encore plusieurs années pour voir est-ce que ces pratiques persistent, se consolident ou non. Un petit peu comme avec les réseaux sociaux, comme je disais au début de notre épisode, ça aurait peut-être pas eu lieu ou on n'aurait peut-être pas eu le même contenu ou le même échange, toi et moi, il y a 10 ou 15 ans, si on avait fait cet épisode, déjà on aurait été beaucoup plus jeunes. Oui, un peu trop jeune. Un peu trop jeune peut-être pour parler de tous ces sujets-là ou du moins en avoir une certaine expertise aussi. Mais je trouve que ça vient questionner beaucoup de choses et que finalement, alors la question du recul, t'as un peu apporté la réponse en disant qu'aujourd'hui on l'a pas, mais peut-être dans cette notion de projection, je sais pas si c'est quelque chose que tu as étudié aussi dans tes recherches ou peut-être que d'autres ont étudié. Est-ce qu'il y a des projections comme ça sur comment va évoluer le concept de la mort ou le concept du deuil? Alors ça, j'ai pas du tout de littérature dessus parce que c'est pas du tout mon champ vu Ouais. nous sociologues, on s'ancre vraiment sur la matérialité et le réel. Donc j'aurais peur de dire des bêtises pour être très honnête. Après, faudrait regarder justement, et ça je l'ai pas fait parce que c'est un sujet annexe, c'est pas mon sujet. Ouais. Mais il faudrait regarder en fait dans la littérature peut-être plutôt états-unienne sur justement ce que ça fait, etc. Je pense aussi qu'il y a des projets. Il me semble que par exemple la femme qui a rencontré sa petite fille était accompagnée de psychologues. Et donc regarder ce qui est dit dessus, notamment en psychologie, etc. Parce que là, il y a des retombées réelles, entre guillemets, puisqu'on étudie un cas en particulier et pas le social. Donc faudrait regarder en fait à ce niveau-là. Ok. C'est hyper intéressant d'avoir justement, comme je disais, un peu le croisement de plusieurs disciplines, de plusieurs regards qui pour moi sont tous complémentaires les uns des autres, un peu comme justement les pratiques nouvelles au niveau du funéraire par rapport au numérique ou par rapport au deuil sont
complémentaires, sont un chemin supplémentaire et non pas un chemin à prendre ou à ne pas prendre. Chacun est libre de faire finalement comme il le souhaite. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui te semblent importantes à mentionner sur tous ces sujets ou que tu aurais à cœur de partager? Euh, Peut-être juste un détail, c'est que le deuil, en fait, on l'entend souvent sous le prisme de l'émotion. Et ce qui est le cas, hein, parce que le deuil, c'est quelque chose d'émotionnel. Mais en fait, comme disent les psychologues, d'ailleurs, c'est des psychologues, donc Anus et Baquet, le deuil, il a 3 dimensions. Il a la dimension pratique, donc on étudie sur le numérique. Il a la dimension émotionnelle, donc ça, ce qui ressort le plus souvent dans les conversations contemporaines, mais il a aussi une dimension qui est statutaire, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le statut de deuil. Et en étant proche justement du défunt, de la défunte, justement on acquiert ce statut-là. Et en fait, ce que j'ai envie de mettre en avant en étant sociologue du deuil, ce qui est quand même assez niche, parce que c'est plutôt du champ de la psychologie en règle générale, c'est que le deuil, il est forcément social. Il il relève pas que du privé, il relève pas que de l'intime. Et donc justement pour moi c'est très important en tant que sociologue de regarder justement les socialisations qui ont lieu à partir de ce statut de deuil qui est quand même particulier, qui inclut des légitimités, qui inclut des pratiques, qui revêt aussi des aspects émotionnels que nous on essaye d'investir de plus en plus en sociologie. Et donc ça c'est quelque chose qui à mon sens ne doit pas être oublié parce que tout le monde le sait. Mais en fait, c'est difficile de le verbaliser, que le deuil, justement, il est statutaire et que, justement, il est éminemment social, qu'il y a des normes qui encadrent le deuil et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on est dans un monde contemporain qui accepte de plus en plus la subjectivité face au deuil. Quand tu dis que le deuil, il est statutaire, est-ce que la réflexion derrière, c'est d'accueillir ce nouveau statut de la personne quand elle est nouvellement endeuillée? C'est cet aspect-là ou tu pensais à autre chose? Alors, Ou les deux? Alors, ça peut faire écho dans ce sens. Moi, je regarde pas trop l'acceptation parce que c'est quelque chose qui relève pas encore trop de mes compétences, encore une fois. Mais c'est quelque chose qu'il faut aborder hein, dans les espaces de discussion publics, même privés, hein, sur ces éléments-là. Non, en fait, c'est plus quelque chose qui relève vraiment de sa place dans le social. Donc, le statut d'épouse et le statut de veuve, ça va impliquer en fait des rôles sociaux qui sont différents, des représentations sociales qui sont différentes, des normes en fait qui sont imposées, des règles tacites, des pratiques qui sont différentes et qui ont forcément en fait un impact sur ces trajectoires de vie, sur comment on se présente et sur ses liens sociaux avec les autres. Donc en fait, quand tu parles de cette dimension statutaire, c'est le fait que ça vient transformer, changer notre identité, nos rôles sociaux. C'est sur cet aspect-là? Alors identité et rapport aux autres. Et rapport aux autres, on le voit énormément, justement. J'avais fait un épisode avec Betty. Il y en a d'autres où c'est mentionné aussi, et on l'entend assez généralement chez les personnes qui sont endeuillées, de dire, je pensais avoir le soutien, par exemple, de telle ou telle personne parce que c'est des personnes proches. Alors, sur les réseaux sociaux, on en parlait, ou alors dans la vraie vie, qu'importe le canal que ça prend. Et finalement, je ne l'ai pas eu. Et d'un autre côté, je pensais pas du tout être accueillir, reçu, partager justement ce nouveau statut de personne endeuillée avec des personnes, des cousins éloignés qui finalement se sont présentés par exemple aux funérailles. Ça me faisait écho à ça. Oui. C'est dans ce sens-là aussi? Et c'est aussi dans ce sens-là, oui, parce qu'il y a toujours des hiérarchies un peu, des imbrications, des proximités qui sont assez particulières. Là, tu prends l'exemple de cousins, donc c'est aussi des ressources familiales qui se sont investies lors d'un décès. Or, il y a justement des personnes qui vont réagir assez différemment. Donc ça, pareil, c'est plus quand on regarde plus finement les trajectoires individuelles. Donc oui, forcément, le statut il va changer, mais même dans un milieu professionnel. Par exemple, j'ai enquêté beaucoup de femmes qui ont perdu un enfant. Et donc, en fait, le rapport, même dans un cadre professionnel, en fait, le statut, il va changer. Et donc, les interactions vont changer. Et donc, la perception, en fait, de soi ailleurs, dans les différentes sphères sociales, ça va changer aussi. Et donc, ça, c'est hyper important de le garder aussi en tête. Du coup, le message de sensibilisation, en fait, que tu as envie d'amener derrière ça, c'est de rester un œil ouvert sur l'évolution, en fait, de ce statut et de ces rôles sociaux et sociétaux. Ouais, voilà, c'est aussi... Suite au deuil. Ouais, voilà, c'est aussi replacer le deuil dans quelque chose de très sociologique et pas que psychologique. C'est de montrer que le deuil, il a de multiples dimensions. Il a de multiples dimensions, oui.
Génial. Le deuil est un fait total. Ça nous ferait une belle conclusion, mais j'allais dire, déjà te remercier d'être venu jusqu'à moi pour pouvoir enregistrer cet épisode. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais mentionner ? Est-ce que tu as une phrase de conclusion ? Est-ce qu'il y a des ressources ? Je sais que tu es aussi en travail de thèse. Est-ce que il y a quelque chose que tu voulais mentionner pour conclure cet épisode et cet échange ? J'aurais adoré avoir une superbe phrase de conclusion, un auteur qui cite quelque chose sur la mort, mais malheureusement, je n'ai pas ça. À la rigueur, un conseil, c'est accepter aussi toutes les pratiques parce qu'elles sont subjectives. Mais ça encore, ça fait écho à ma thèse qu'il faudra lire. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, malheureusement. J'aurais voulu avoir quelque chose de très stylé, mais rien ne vient. Mais je trouve ça très stylé, en fait, dans le fond, comme tu dis, d'accepter cette pluralité, cette diversité, cette universalité, parce que c'est ça en réalité, et que dans cet aspect universel et humain, on est tous pareils de bras, de jambes, mais on est tous différents, et que cette différence, elle a aussi finalement sa place. Alors cette différence, cette différence, je veux le garder comme ça. Donc je trouve que c'est une très belle conclusion. Parfois, il n'y a pas besoin de grandes phrases ou de grands mots pour conclure un échange. Delphine, un grand merci à toi justement pour ce partage et puis finalement pour ces connaissances et ton expertise. Je te souhaite une belle thèse en espérant avoir le plaisir de la lire et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup Charlène. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?